Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. Donc là je suis avec Olivier Rollin, vous devez sûrement le connaître. Il est l'auteur des livres pour changer de vie. Si vous ne connaissez pas ce site, allez vite découvrir ce que c'est des résumés de livres. Il est donc avec moi pour répondre à mes questions. Accrochez-vous, vous allez découvrir des secrets d'entrepreneurs. Salut Olivier. Salut David. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis content de t'accueillir ici parce que j'ai plein de questions à te poser. Et surtout il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses que les gens attendent. Donc tu es un entrepreneur aujourd'hui, Oui. depuis un certain temps. C'est vrai, oui. Tu as une sacrée réussite quand même dans ton domaine, tu t'es positionné comme un des experts, des spécialistes de ton domaine. Je voudrais te poser une question un peu globale, à ton avis, est-ce qu'il y a des facteurs clés dans les entrepreneurs qui réussissent? Oui, je pense clairement qu'il y a des facteurs qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès. Alors après, ça ne veut pas dire que quand on a ces facteurs-là, le succès est absolument garanti. Oui, donc c'est des facteurs clés, ça augmente les chances. Voilà, ça augmente les chances. Alors, le premier facteur clé, je pense que c'est une volonté de ne pas être dans le train-train quotidien du métro boulot dodo. Il faut savoir à un moment ou à un autre ne pas être satisfait de ce qu'on a. D'accord. D'accord. Alors c'est une clé importante du bonheur de savoir être important de ce qu'on a, de savoir être satisfait de ce qu'on a, pardon. Mais j'aime bien cette citation d'Ésope qui disait soyez content de ce que vous avez, mais rappelez-vous que ce que vous avez, vous l'espériez à un moment et qu'à présent vous l'avez. Donc il faut trouver un équilibre comme ça entre apprécier ce qu'on a et aussi avoir envie d'autre chose. Et chercher des espaces pour évoluer en fait. Oui, moi je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat si j'avais été complètement satisfait de mon sort. Moi j'ai créé ma première entreprise à 19 ans et j'ai fait ça parce que j'en avais marre des études, j'en avais marre de vivre chez mes parents et je voulais me lancer dans la vie active. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui... On dit toujours il faut faire ce qui nous passionne. Ouais. Mais bon, c'est vrai, mais quand on regarde autour de nous, je suis désolé, j'ai pas l'impression que la majorité des gens font quelque chose qui les passionne. Et le problème c'est qu'il y a une nuance, une vraie différence entre apprécier ce qu'on a et être anesthésié par ce qu'on a. C'est pas la même chose. C'est-à-dire en gros je me persuade que tout va bien alors qu'en fait je suis en train de souffrir. Alors qu'en fait voilà, je me suis enfermé dans des habitudes, dans un confort qui font que finalement c'est pas si mal que ça, hein. Je meurs pas de faim, je suis pas à la rue, au moins j'ai un toit, un boulot, etc., une famille, c'est pas si mal. Mais au fond de nous, ça suffit pas, il manque quelque chose. Est-ce que tu aurais une question qu'on peut se poser pour aller savoir si on est en train de s'anesthésier ou si on est en train... ou si vraiment on a une belle vie? C'est une bonne question. Je pense que oui. Il y avait Steve Jobs qui disait que si il se regardait dans un miroir trop souvent et qu'il se disait... et qu'il se disait pas si aujourd'hui c'est mon dernier jour, ça va, alors c'est qu'il fallait que j'arrête. Voilà. Bon, moi je suis pas... c'est pas ce que je fais, mais effectivement on peut se poser la question de... Il y a cette fameuse technique qu'on trouve dans le bouquin Les 7 habitudes, qui est que d'essayer d'imaginer son enterrement. Et qu'est-ce que vont dire nos amis et les gens qui nous ont connus sur nous? Et du coup, ok, est-ce que ça me va ce qu'ils vont dire si ma vie elle continue comme ça? Voilà, alors c'est un exercice que vous pouvez faire juste après avoir vu cette vidéo. Hein, vous prenez une feuille de papier, vous essayez d'écrire votre enterrement, et qu'est-ce que vont dire vos amis sur vous et sur la vie que vous avez vécue, et est-ce que ça correspond à la vie que vous voulez vivre? C'est déjà un premier point. S'il y a un écart important, c'est que sans doute, il y a des choses que vous voulez accomplir dans votre vie qui sont à l'état latent de désir et que pour l'instant vous n'explorez pas ou vous n'avez pas eu l'occasion de vivre. Et du coup c'est intéressant, si je m'aperçois qu'il y a un écart, je peux refaire l'exercice en imaginant cette fois ce que j'aimerais qu'ils disent. Exactement, ouais, tout à fait. Et voilà, je veux dire, un entrepreneur, il est motivé, il a quelque chose qui le pousse, il a une sorte de feu sacré qui le pousse à faire ce qu'il fait, à prendre des risques. Alors on va peut-être reparler des risques après, des risques mesurés, en tout cas à faire quelque chose de différent qui le sort un peu du moule et qui peut lui apporter énormément de choses. Et il a c'est un peu du courage aussi, mais on va en parler, mais on peut très bien mettre en place des choses pour tester un peu des idées dans notre entreprise sans risquer grand-chose. Mais déjà il faut avoir cette envie de le faire. Et je pense que les personnes finalement qui regardent cette vidéo ont une envie. Elles ont cette envie. Il faut capitaliser là-dessus, se dire que c'est tout à fait normal. Et je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile ne serait-ce que d'assumer cette envie parce qu'elles sont dans un environnement où finalement, c'est pas le cas pour la plupart des gens qui sont autour d'elles. Bon, en tout cas, c'est l'impression qu'elles ont. Elles ont l'impression que les gens... Elles sont seules dans leur elles sont seules dans leur truc, elles se sentent pas supportées. Du coup, elles peuvent se sentir un petit peu bizarres ou se disent non, mais c'est moi qui ai un problème, etc. N'hésitez pas à assumer cette envie
de faire autre chose, de faire quelque chose de différent et capitaliser là-dessus. Tous les entrepreneurs qui se sont lancés, voilà, ne pouvaient pas se satisfaire d'être employés Avait ce besoin de liberté. ils ont un besoin de quelque chose, d'indépendance, de réaliser, de faire quelque chose de différent et qui compte pour eux. D'accord, là tu as déjà donné, je voudrais les résumer pour les personnes qui sont en train de nous écouter. Donc tu as dit vraiment cette idée de passion, ce désir de construire quelque chose de passionnant. Après, le fait qu'il y ait un besoin à remplir, ça peut être la liberté, l'autonomie, l'envie de construire. Ouais. Tu as parlé de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire je ne suis pas là pour reproduire ce qui existe déjà, mais créer quelque chose de différent, c'est ça? Oui. Je t'ai entendu parler de prendre des risques, donc on y reviendra, c'est-à-dire l'idée que ça va se faire, mais pas comme ça, je vais faire des choses que je ne connais pas, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, donc ça fait déjà 4 premiers facteurs clés. Si on allait un peu plus sur le prendre des risques, qu'est-ce que tu appelles prendre des risques? Ok, alors prendre des risques, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est prendre les risques de sortir un petit peu des ornières. Moi, j'appelle ça les pantoufles en ciment. Quand on a des pantoufles bien confortables, mais qui nous, on a l'impression qu'on est complètement cloué au sol et qu'on aimerait bien pouvoir aller faire un jogging de temps en temps. C'est avoir, voilà, prendre des risques, c'est déjà prendre des risques au niveau psychologique, en se mettant en marche dans un projet qui nous paraît ambitieux, qui nous fait peur, c'est normal. Tout projet qui est un minimum important pour nous fait peur, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme si vous faites votre premier saut en parachute, personne ne vous en voudra si vous avez peur. C'est même requis quasiment. Et pourtant, vous pouvez avoir peur et le faire quand même. Mais à chaque fois quand on affronte une peur, il y a une prise de risque. C'est évident, même si elle est imaginaire. Moi, par exemple, j'ai le vertige. Pourtant, je sais très bien que c'est complètement stupide d'avoir le vertige, mais je me suis forcé à faire de l'acrobranche juste pour lutter contre ça. Et j'avais beau savoir que le machin qui me soutenait pouvait soutenir un poids 10 fois supérieur au mien, qu'il n'y avait aucun risque que ça se rompe, mon cerveau, j'arrivais pas à le faire prendre conscience au cerveau. Mais je me disais, mais je vais le faire quand même, je vais avoir peur, mais le faire quand même. Donc cette prise de risque, concrètement, elle est imaginaire, mais sauf que quand on le vit, elle est vraiment concrète parce qu'on a cette peur qui est à affronter. Mais c'est ça qui est génial, c'est que quand on affronte ces peurs-là, on se rend compte que justement, elles sont largement imaginaires et que après on se dit, ah ouais, mais c'était pas grand-chose finalement. Et du coup, le fait que tu fasses de temps en temps comme ça ces petits défis pour dépasser tes peurs, est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus facile de dépasser tes peurs? Oui, clairement. Moi maintenant, c'est comme un muscle alors. Ouais, c'est comme un muscle, oui, c'est comme, voilà, on s'entraîne exactement, c'est plus facile. Après, il y a le risque en termes des actions concrètes que vous allez entreprendre, pardon. C'est-à-dire que vous allez quand même dépenser de l'énergie et du temps déjà, et sans doute de l'argent dans votre projet de création d'entreprise, et ça implique un risque, c'est-à-dire que si votre projet ne se concrétise pas ou que l'entreprise ne marche pas, eh bien tout ce temps, cette énergie et cet argent sera perdu. Et ça, c'est un risque évidemment. Alors, plusieurs choses à ce niveau-là. Déjà, au niveau du temps et de l'énergie, sachez qu'on retire toujours quelque chose d'un projet de création d'entreprise, même s'il n'aboutit pas, même si ça se transforme en échec, ça vous fait une expérience extraordinaire. Et si jamais vous vous relancez derrière dans une autre création d'entreprise, c'est quelque chose vraiment sur lequel vous pourrez capitaliser et qui vous évitera de faire beaucoup des erreurs que vous aurez fait au départ. J'avais fait comme ça une vidéo dans laquelle je donnais 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être salarié. Et l'une de celles-là, c'est ça, c'est que vous engrangez beaucoup plus d'expérience quand vous créez votre entreprise et qu'ensuite vous la gérez que quand vous êtes salarié. Moi, alors, on ne peut pas faire d'équation vraiment précise, mais j'estime que voilà, une année d'entrepreneuriat, c'est équivalent à plusieurs années de salarié en termes d'expérience. Et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Seth Godin qui disait que les gens disent que ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même boîte et qu'ils ont 30 ans d'expérience, mais c'est pas vrai pour la plupart des gens, ils ont juste 30 fois un an d'expérience. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, ils n'apprennent plus rien. Et c'est vrai que pour certaines personnes, il y a ça. Mais dans l'entrepreneuriat, on est toujours obligé d'apprendre, d'évoluer, de s'adapter. Donc finalement, ce risque de perdre du temps et de l'énergie est à minimiser parce que c'est une excellente expérience. C'est que de l'apprentissage en fait. Ouais, c'est que de l'apprentissage et... Du coup, l'entrepreneur qui réussit, il n'est pas seulement, même quand ça marche, en train de se dire oh, c'est bon, j'ai trouvé un business model qui fonctionne, mais c'est l'idée que d'ailleurs même pour toi aujourd'hui, tu cherches encore des nouveaux terrains pour aller évoluer, explorer des nouvelles choses. Voilà, alors ça revient à ce fameux dilemme dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement qui a une position un petit peu entre la manière bouddhiste de voir les choses et le développement personnel. C'est quand est-ce que je me dis je suis content de moi,
et je profite de ce que j'ai. Et quand est-ce que je me dis, ok, maintenant je vais mettre en avant, et puis je vais avancer, je vais essayer d'avoir des choses que je désire, parce que ce que j'ai là aujourd'hui dont je suis content, je me suis bougé les fesses pour l'avoir. Et c'est pas facile de trouver cet équilibre, parce que si on est trop dans les équilibres dans l'un ou dans l'autre, je pense que ça amène des frustrations, des problèmes, etc. Toute la clé, c'est de trouver cet équilibre entre être content de ce qu'on a et quand même avancer. Alors on peut avoir des périodes. Par exemple, on dit pendant 6 mois, 1 an, je suis tranquille, je profite de ce que j'ai, et puis repartir après, pourquoi pas. C'est ce que on a aussi le concept des mini-retraites de Tim Ferriss, qui dit, voilà, plutôt que d'attendre 60, 70 ans, et puis de prendre votre retraite alors que vous êtes vieux et que vous avez perdu toute votre énergie, vous répartissez ces 20 à 30 ans de retraite dans votre vie active, tout simplement. C'est une solution. Bon, là on s'écarte un peu du sujet, mais voilà. Et cette idée que on est toujours en train d'engranger de l'expérience. C'est plus vraiment un risque total, parce que dans tous les cas, ça apprendra quelque chose. Oui. Et le fait, voilà, créer une entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement engageant, qui va vous motiver énormément. Vous allez vivre un moment intense de votre vie, et vous allez être motivé à apprendre et à appliquer des choses beaucoup plus que si vous étiez dans le train-train quotidien. Parce que finalement, ce qui est en jeu, c'est la survie de votre entreprise, c'est la survie de votre projet, c'est votre crédibilité, votre amour-propre et des tas d'autres choses. Et vous allez être beaucoup plus motivé, par exemple, pour apprendre comment vendre et l'appliquer dans votre entreprise, comment, je sais pas moi, trouver des prospects, comment satisfaire les clients, etc. Donc vous allez vite monter en compétence parce que vous n'avez pas le choix. En fait. Et du coup, en termes de prise de risque, tout le calcul, une fois qu'on a intégré l'idée qu'on va prendre des risques, c'est comment on pose le curseur. Par exemple, est-ce que je vais aller à la banque emprunter 100 000 euros parce que j'ai envie d'investir là-dedans? Comment je sais, entre guillemets, que là c'est peut-être un risque qui est trop élevé pour moi? Par exemple, les formations que je vais me payer, le coaching que je vais me payer, le matériel que je vais acheter. Il y a des trucs qui seront peut-être bien à acheter dans 3 ans et qui ne seraient pas forcément utiles de prendre maintenant. Alors, comment j'évalue que là, ça c'est plus du risque, c'est de la bêtise? Ok, donc c'est une excellente question. Déjà, le modèle que je préconise aujourd'hui, c'est que grâce à Internet, on peut tester en fait des tas d'idées d'entreprise sans que ça nous coûte très cher, voire sans que ça nous coûte rien du tout, à part du temps et de l'énergie. Moi, alors ma première entreprise, j'avais emprunté 100 000 francs à l'époque, c'était des francs. Pour la démarrer, c'était pas énorme, mais quand même, si on se plante et qu'on doit rembourser, c'est pas anodin. Par contre, ma deuxième entreprise, j'ai eu aucun capital pour la lancer. J'ai commencé avec un blog, que j'ai fait à temps partiel à côté de mon activité principale. Ça m'a coûté 0 € pour lancer. Bon, 0, non, ça m'a coûté 30 € pour l'hébergement, et puis voilà. J'ai aussi payé un petit peu pour des formations, etc. Mais l'investissement était dérisoire pour la création d'entreprise qui est aussi développée que la mienne aujourd'hui. Donc, moi, je vous recommande vraiment de voir comment vous pourriez faire une expérience sur Internet, ou même pas sur Internet, on peut aussi trouver des expériences dans la vie réelle qui sont pas chères, qui vous permettent de tester le concept. Et j'avais quand même testé le concept de ma première entreprise avant de la lancer, donc c'était une entreprise de prestations informatiques que j'ai lancée à 19 ans, mais quand j'ai eu l'idée de faire ça, j'avais 18 ans, j'étais en première littéraire, et j'avais besoin d'une certaine certitude que le concept était bon avant de pouvoir arrêter l'école et me lancer quand même dans le projet et chercher des financements. Donc j'ai fait quelque chose de tout simple, c'est que j'ai posté une petite annonce dans un journal d'annonce gratuite, ça m'avait coûté 60 francs à l'époque, en disant voilà, je peux aller dépanner votre ordinateur chez vous, tout simplement. Et ça m'avait rapporté 5 000 francs de chiffre d'affaires. Voilà, des choses comme ça, toutes bêtes qui vous permettent de tester. Alors, si on veut rester dans les clous de la légalité, à l'époque j'avais pas le droit de faire ça parce que c'était du blague. Bon, en même temps, personne va en vouloir à un jeune de 18 ans de faire ça, mais bon, j'ai pas le droit de vous donner des conseils comme ça qui sont illégaux. Aujourd'hui, de toute façon, grâce à l'auto-entreprise, vous pouvez très bien faire ça. C'est ça qui est génial avec le statut d'auto-entrepreneur. Vous pouvez très bien faire l'expérience que j'ai fait à l'époque de manière tout à fait légale en créant une auto-entreprise, puisque de toute façon, vous payez des taxes qu'à partir du premier euro de chiffre d'affaires encaissé, donc il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez essayer d'imaginer, j'ai un concept, j'ai cette idée, comment je peux la tester à petite échelle, mais de manière réelle. C'est-à-dire comment je peux faire en sorte d'avoir des clients, de voir s'il y a vraiment des clients qui sont intéressés par le concept. Et qui payent du coup. Et qui payent. Et c'est ça le vrai test. Parce que si vous prenez 10 personnes et que vous leur faites un sondage, vous leur dites est-ce que tu es prêt à acheter ça? Vous allez, je sais pas, avoir 5 personnes sur 10 qui vont vous dire oui. Et si vous dites ah bah ça tombe bien, j'ai ça dans mon coffre, attends j'arrive. Je peux vous dire que sur les 5 qui ont dit oui, il n'y en a pas 5 qui vont l'acheter, ça c'est clair. Le vrai test, c'est le nombre de personnes qui l'achètent et à quel prix. Et à l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça, mais j'avais quand même cette idée intuitive qu'il fallait tester mon concept, parce que voilà, c'est là on voit vraiment la clé, c'est de prendre des risques mesurés, parce que je prenais quand même des risques importants. J'ai arrêté l'école avant d'avoir le bac, je devais expliquer ça à mes parents, je devais les convaincre que c'était un bon projet. J'allais devoir emprunter de l'argent alors que j'avais aucune expérience, aucun diplôme, aucun réseau, rien du tout.
il me fallait une certaine certitude, une certaine sécurité de savoir que le concept en lui-même était bon. Et le fait d'avoir publié une petite annonce comme ça, et de voir que j'avais vraiment récupéré mon investissement largement, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait un vrai business model. Et ça m'a coûté 60 francs. Donc c'est quoi, 10 euros maintenant? Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'on peut prendre des risques, même très gros, mais à fond, c'est important de valider que déjà à une petite échelle, il y a des retours qui sont plus élevés et que le qu'est-ce risque. que c'est que ça? C'est juste une démarche scientifique. On a notre projet entreprise, on va tester cette hypothèse. Si ça marche, tant mieux, on continue. Si ça marche pas, retour à la case départ, on voit ce qui n'a pas fonctionné dans notre hypothèse, on peut éventuellement réessayer, etc. Ou trouver une autre hypothèse complètement différente. Et c'est grâce tout ce qu'on a accompli dans ces 500 dernières années, c'est essentiellement dû à la science et cette méthode scientifique, et vous pouvez l'appliquer pour votre business pour minimiser les risques et valider votre concept. Et grâce à Internet aujourd'hui, on a des tas d'outils pour tester, qui permettent de tester très facilement. Aujourd'hui, si vous dépensez 100 € sur Facebook, vous pouvez toucher 100 000 personnes, 150 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. On n'a jamais eu une technologie qui permettait de toucher aussi facilement autant de personnes et de tester des concepts. Pareil, vous pouvez dépenser 100 € sur Google AdWords, qui est la régie publicitaire de Google, et pour tester des idées de produits, etc. C'est incroyable. On vit dans une époque extraordinaire où on a accès comme ça en 2 clics à des outils, à des moyens qui, 20 ans auparavant, nous auraient demandé un temps fou et des dizaines de milliers d'euros. Et par rapport aux formations, parce que dans le monde du développement personnel, du succès, il y a une croyance qui est un peu commune du fait que c'est la prochaine formation qui va me sauver la vie, c'est la prochaine formation qui va me permettre de réussir. Comment mesurer, de savoir, là, à un moment donné, ça suffit de se former, il faut peut-être un peu appliquer, ou vraiment j'ai besoin d'aller acquérir des nouvelles compétences? Ok, alors ça c'est aussi un dilemme. Parce que c'est à chacun de répondre à cette question, mais je vais donner des indications. C'est évident que juste acheter des formations sans les appliquer, alors j'ai un scoop, ça sert absolument à rien. C'est juste de la masturbation intellectuelle. Alors après, la masturbation c'est agréable, c'est sympathique. Pourquoi pas, hein, si vous aimez ça, personne ne vous en empêche. Mais au bout d'un moment, c'est quand même frustrant si vous faites que ça. Hein. J'ai mis l'analogie avec la masturbation. Donc voilà, il y a des gens qui achètent des formations juste pour la culture générale, pour la curiosité intellectuelle, etc. Pourquoi pas, moi aussi ça m'arrive de lire des bouquins juste pour la curiosité. Mais si vous voulez vraiment acquérir des compétences pour les utiliser pour votre entreprise, pour changer de vie, etc., à un moment ou un autre, eh bien, pour que ces connaissances deviennent des compétences, il faut les appliquer, hein, s'il n'y a pas photo. Chris Guillebaud, qui est un blogueur très connu anglo-saxon, dit, c'est une citation que j'aime beaucoup, il dit que il y a un gouffre beaucoup plus important entre la connaissance et l'action qu'entre l'ignorance et la connaissance. Voilà, savoir c'est bien, mais c'est beaucoup moins important que d'agir. Okay, et c'est en agissant qu'on transforme des connaissances en compétences. C'est-à-dire que, je sais pas, vous lisez dans un bouquin de marketing par exemple, que j'en sais rien moi, vous lisez, si tu fais telle séquence d'email, voilà, tu peux avoir tel retour sur investissement, etc. Donc vous dites, ah ouais, c'est intéressant, vous mettez ça dans un coin de votre esprit, au bout de 2 mois, vous l'avez oublié. Tandis que si vous la faites tout de suite, cette séquence d'email, vous allez déjà la taper, etc. Vous allez voir les résultats, ça sera gravé dans votre cerveau de manière indélébile, ça deviendra une compétence, vous saurez la réutiliser en cas de besoin. Donc, du coup, là, c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux formations où on donne une séquence, ou comment se faire des amis, on donne des processus. Toi qui as lu beaucoup de livres d'ailleurs, fait aussi pas mal de formations, est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné stopper la lecture et revenir sur le même livre ou la même formation en se disant je le relis jusqu'à ce que j'ai compris le truc, je le maîtrise, parce que là je vais pouvoir faire la séquence de mail, mais c'est pas forcément dès la première fois où il va y avoir le résultat parce que je la maîtrise. C'est vrai aussi, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il faut répéter jusqu'à ce que j'ai un résultat? Comment tu t'y prends toi? Ouais, c'est pas évident. On ne sait jamais dans ces cas-là si c'est parce qu'on a mal fait les choses ou si parce que, en l'occurrence, ça ne s'applique pas à notre situation particulière. Parce que voilà, dans le livre, on lit des formules qui essaient d'être le plus universelles possible, mais ça ne s'applique pas forcément à tout. Donc l'idéal, c'est d'avoir un feedback de quelqu'un qui maîtrise ça mieux que nous. Ça c'est clair, c'est l'idéal. Après c'est pas toujours possible, quoique parfois on est étonné, envoyer un mail à un auteur d'un bouquin en disant voilà j'ai testé le concept, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez, donnez-moi juste un conseil de quelques lignes pour me dire ce que je devrais refaire si je réessaye, ça peut déjà vous apporter énormément. Mais déjà ce que vous pouvez faire c'est relire attentivement la partie du bouquin que vous avez voulu tester, parce que des fois on fait pas attention et on loupe des éléments qu'on estime négligeables alors qu'ils sont cruciaux. Et puis je vois aussi trop souvent des personnes qui disent ça, qui disent une recette et qui disent bah non,
non mais ouais ça c'est pour rigoler, je vais faire ça mais pas ça. Mais c'est débile, c'est comme si on lisait une recette pour faire un gâteau au chocolat, on disait ah bah, je mets pas le chocolat mais il y a le reste donc ça ira, c'est juste un ingrédient sur les 10, c'est pas grave. Bah non, pas du tout, des fois il y a cet ingrédient qui pour vous paraît complètement stupide qui est en fait vraiment important. Le truc c'est que comme vous n'avez pas la compétence faite pour juger ce qui est important ou pas dans tous les trucs qu'on vous donne. C'est pour ça aussi pour que c'est important de tester, d'avoir cette démarche scientifique pour tester par vous-même, pour voir ce qui marche pas, etc. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend une des stratégies marketing, le lancement par exemple, on peut avoir à peu près compris les fondamentaux de la méthode et avoir quasiment pas de résultat. Le lancement orchestré, ouais. Le lancement orchestré. Qu'est-ce qui va faire qu'on a compris les grandes lignes, on fait les grandes lignes et à un moment donné, il y a une personne qui a des super résultats en ayant regardé la formation et l'autre elle applique et c'est pas terrible. Pourtant les deux ont été impliqués. Hein. Ouais, et ben le lancement orchestré c'est vraiment une formule qui a été testée dans des centaines de marchés différents. On peut vraiment dire qu'elle est universelle et qu'elle fonctionne dans vraiment la majorité des cas. Je pense que les cas où ça ne marche pas ont été identifiés. En gros, le lancement orchestré ça ne fonctionne pas quand si votre offre est mauvaise, tout simplement. C'est-à-dire que si ça ne correspond pas à ce que vos prospects veulent. Donc si ça ne résout pas un problème concret que vos prospects veulent résoudre, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas une formule magique. C'est juste une campagne qui est extrêmement efficace, qui est similaire à ce que les majors font pour le lancement d'un film, qui va faire en sorte que vous êtes le centre d'attention du marché pendant 2 semaines, tout le monde va parler de votre produit. Sauf que si, c'est pas magique, si votre produit il est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que les gens veulent, tout le monde s'en fout, c'est normal. Ouais, voilà. Donc vous avez beau utiliser toutes les méthodes, les outils de le lancement orchestré, voilà, ça c'est vraiment la première cause d'échec, c'est juste une mauvaise identification des besoins des prospects à la base. Donc ça c'est un problème au niveau du sondage, de la création de l'avatar du prospect. Et voilà, donc bon, après c'est pas grave parce que faire un lancement c'est aussi une extraordinaire manière d'être connecté à son marché, d'avoir des feedbacks sur tout, et donc on peut très bien comprendre là ce que les gens veulent vraiment, etc. Bon, ça c'est le premier facteur. Ensuite, deuxième facteur que j'ai identifié, c'est clairement les gens, c'est exactement ce que j'ai dit, ils regardent la recette et ils appliquent la moitié des ingrédients. Donc, le lancement orchestré c'est une formule, c'est une méthode, il faut tout appliquer de A à Z. Y a pas, on se dit pas, bah non, je prends ça j'enlève. Voilà, tiens, je me fais un sandwich, je me fais un hot dog, mais je vais pas mettre la saucisse. Ça sert à rien, il faut tout faire. Donc voilà, une recette, on met tous les ingrédients. Et au début, vous n'avez pas les compétences suffisantes pour pouvoir juger quel est l'ingrédient important ou pas. Plus tard, quand vous aurez acquis un peu d'expérience, vous pourrez dire, ok, bon, je vais changer un peu la recette, pourquoi pas. Plutôt que de mettre des oignons, je vais mettre de l'ail, etc. Why not. Et vous allez surtout tester pour voir si c'est vraiment plus efficace ou pas. Voilà. Et après, il y a d'autres raisons. Bon, après, il y a toujours un facteur chaos. Ok, il y a toujours des problèmes qui ont lieu pendant un lancement. Parfois, les problèmes sont plus ou moins graves. Si votre serveur crash et que vous vous faites hacker pendant un lancement. Oui, bon, voilà. Après, c'est tous des facteurs qui sont identifiables facilement. Exactement. Après, il y a aussi le fait que vous êtes sur un marché qui, à la base, n'est pas. Voilà, où les gens n'ont pas d'argent, qu'il n'y a pas de potentiel économique, par exemple, ou que vous n'êtes pas crédible dans votre rôle de personne qui peut apporter une solution. Ça, c'est aussi un problème qu'on peut voir. Mais... Oui, d'ailleurs, tiens, je pense que j'ai une question que peut-être pas mal de personnes peuvent se poser. Voilà, sur Internet, les produits qui ont l'air de plus se vendre, en tout cas en apparence, c'est des produits qui appellent directement à générer plus d'argent, des produits marketing ou immobilier ou bourse. Il y a des produits où le bénéfice en termes de retour sur investissement, il est peut-être indirect, par exemple une formation sur la méditation, une formation sur le zen. Et il y a pas mal de formations marketing là, qui disent quand tu vas présenter ton offre, tu vas vraiment mettre en avant les bénéfices financiers ou ce que tu vas éviter de perdre en termes d'argent. Ouais. Et comment faire par exemple si j'ai envie de vendre un produit sur... tiens, on va même prendre un vrai exemple. Si mon produit il est sur la confiance en soi, comment je mets en avant les bénéfices selon toi, par exemple, toi qui maîtrises bien ces outils-là? Alors, je ne pense pas que ce soit obligatoire de toujours parler des bénéfices financiers. C'est très important de parler des bénéfices de son produit, qu'est-ce que ça a apporté concrètement au prospect. Toi, il faut que, dans le cas d'un produit sur la confiance en soi, il faut comprendre ce que les prospects dans ce marché veulent. Bon, en l'occurrence, ça paraît simple, ils veulent être plus confiants en eux, mais qu'est-ce qu'ils veulent au final? La confiance en soi, c'est juste un outil qui leur permet d'avoir vraiment ce qu'ils veulent. Donc il faut identifier, bon, on peut imaginer
C'est un secteur que je connais un petit peu. On peut imaginer que les personnes veulent plus confiance en elles parce que voilà, elles veulent une meilleure carrière, un meilleur boulot, vendre mieux, séduire plus facilement le sexe opposé, avoir de meilleures relations avec leur conjoint, etc. Donc ça, c'est les bénéfices, c'est ce que les personnes veulent réellement. Donc ça serait une erreur déjà de mettre l'accent uniquement sur la confiance en soi et pas sur ces bénéfices profonds. Là par exemple, moi j'ai identifié qu'il y a 40% des personnes, c'est le pro qui revient en premier. Quand je leur dis pourquoi vous voulez avoir confiance en vous, c'est le pro. ils me disent c'est le pro. Ok, donc un de tes avatars, ce sera cette personne qui va bosser dans une entreprise ou qui sera entrepreneur et qui veut de la confiance en elle, mais pourquoi aussi? Pour vendre mieux, pour avoir une meilleure relation avec son boss, pour mieux manager. Il faut après voir vraiment... Creuser un peu plus. Ouais, il faut creuser un peu, parce que c'est des catégories, il y a des sous-catégories, etc. Et il faut mettre en avant ces bénéfices en disant voilà, si vous avez plus de confiance en vous, ça va vous... Je vais vous expliquer comment la confiance en vous va vous aider à mieux manager, mieux vendre, être plus confiant au travail pour avoir de meilleures relations avec tout le monde, etc. Et tout le monde des études de cas de personnes qui ont réussi à avoir ces bénéfices grâce à leur travail sur eux pour avoir plus de confiance en eux. Après, si tu veux, tu peux toujours parler éventuellement de bénéfices financiers, ça mange pas de pain. En l'occurrence, c'est assez facile. Si la personne a plus confiance et qu'elle est dans le pro, elle peut avoir... Voilà, si ça touche le pro, obligatoirement, la personne qui a plus confiance en elle et qui est vendeuse, elle va toucher plus de commissions. Celle qui va mieux manager va être remarquée par son boss plus facilement. D'augmentation, etc. Voilà, tu peux dire ce genre de choses. On peut essayer de voir, mais c'est pas obligatoire de parler des bénéfices financiers, ça dépend du marché. Et par exemple, est-ce que ça serait pertinent? En plus, il faut toujours faire attention à une croyance des prospects dans un marché spécifique. Par exemple, si tu as un produit sur la méditation, est-ce que c'est pertinent de parler d'argent dans... C'est une cible qui est très orientée bien-être. Oui, et qui peut avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent, et qui va peut-être être un peu en disant pourquoi il me parle d'argent ce gars-là, l'argent c'est mal, tu vois. Il faut comprendre, il faut connaître son marché, son prospect. Et là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, l'argent c'est mal, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en phase de croissance, enfin débutants, qui ont des fois eux-mêmes cette croyance, l'argent c'est mal au fond d'eux, et qui des fois ont même pas envie d'apprendre à vendre. Sous-entendu, là mon produit il est suffisamment bon, il devrait un peu se vendre tout seul, je devrais pas faire de marketing. C'est une erreur que font la plupart d'entrepreneurs. Ouais. Du coup, est-ce qu'on doit déléguer la vente ou déléguer le marketing, ou alors est-ce que tu penses que chaque entrepreneur devrait à minimum développer ses compétences pour vendre et ses compétences marketing? On a le fondateur de Google, je crois que c'est Larry Page qui a dit ça, qui a dit le marketing c'est le prix que vous payez quand vos produits sont pas suffisamment bons. Et je peux dire, bon, pour les produits vraiment exceptionnels peut-être, mais dans 99% des cas c'est faux. D'ailleurs Seth Godin n'est pas d'accord avec lui. Mais bref, donc je pense que c'est vraiment important pour l'entrepreneur, il y a des choses fondamentales à savoir. Il faut bien se rendre compte, et ça c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, celle que j'ai faite, la plupart des gens qui créent leur première entreprise partent d'une approche technique. Okay, ils partent de leurs compétences, de ce qu'ils savent faire, de leur métier. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais bon en informatique, j'ai créé une boîte d'informatique. Et pourquoi pas? Mais le gros problème, il ne faut pas oublier que quand on est chef d'entreprise, non seulement et qu'on est solopreneur, on est tout seul, on doit être bon techniquement dans ce qu'on fait, mais qu'on doit aussi être bon dans le métier de chef d'entreprise, on doit être bon dans la gestion d'entreprise. C'est un autre métier qui se rajoute à la technique qu'on avait. Il y a des tas de choses qu'on n'avait pas à gérer en tant qu'employé et qu'on doit gérer maintenant. Voilà, on doit gérer les finances, on doit gérer les ventes, le marketing, si on embauche des salariés, le recrutement, le management, etc. Et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est pas la même chose que juste accomplir son métier technique. Et je pense que parmi toutes ces casquettes, une de celles qui est la plus importante pour les dirigeants, en tout cas déjà, tous les entrepreneurs, c'est effectivement de bien comprendre le marketing et la vente et comment ça marche, de bien comprendre comment faire en sorte de toucher un maximum de prospects, de t'en convaincre un maximum de devenir client et de faire en sorte que ces clients soient le plus satisfaits possible pour qu'ils rachètent. Voilà. Donc le marketing, c'est une compétence cruciale à avoir. Cette méconnaissance dans ce domaine est malheureusement extrêmement répandue. Je pense que c'est un des freins principaux que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Et est-ce que tu as, donc deux questions, est-ce que tu as développé ta communication depuis tes capacités relationnelles depuis la création tes premières entreprises? Est-ce que tu penses que développer les aisances relationnelles, c'est un facteur clé de la réussite d'une entreprise? Alors, quand j'ai créé ma première boîte, j'avais 19 ans, j'étais puceau, j'avais plein de boutons, je ne savais pas m'habiller. Et mal dans ta peau. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, j'étais un gros geek. Je n'avais pas de diplôme, j'avais rien, je gagnais la moitié du RSA, quoi, faut arrêter, j'avais rien du tout. Et ça m'a pas empêché de réussir à convaincre des investisseurs et tout ça. Et c'est clair que ça m'a apporté énormément. Hein. J'ai toujours dit, ça a été le passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Rien que le projet en lui-même, d'aller devoir voir tous ces gens, les convaincre, etc. Donc ta communication, elle c'est vraiment... Bien sûr, et naturellement. De toute façon, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
quand vous avez votre projet, vous n'avez pas le choix. Il faut à un moment arriver à l'étape supérieure parce que sinon votre truc va foirer. Et c'est une super motivation. Et puis en plus, vous pouvez fêter ça. C'est une excellente manière de progresser. Je pense que j'ai progressé plus en un an de projet comme ça que si j'étais resté 5 ans à l'école, clairement. Clairement. Et est-ce que tu penses que ça serait un facteur clé même d'échec de ne pas avoir d'aisance relationnelle pour un entrepreneur? Alors ça dépend. Parce qu'on peut toujours. Moi je connais des entrepreneurs qui sont très timides. D'ailleurs, on parlait de ça ce midi là, avec un autre entrepreneur. Il me disait que Xavier Niels est très timide. Il y a toujours moyen de compenser ses faiblesses comme ça, de faire en sorte que. Voilà. Bon, on a tous nos forces et nos faiblesses. Il vaut mieux capitaliser sur ses forces que essayer de combler ses faiblesses. Je pense que c'est un principe général qui marche la plupart du temps, c'est pas toujours vrai. Et voilà, quand on a une entreprise qui croit, on peut vite déléguer ce sur quoi on est mauvais à des gens à qui ils sont bons. Mais voilà, il faut toujours trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait pas? C'est une vraie question parce que là aujourd'hui, peut-être tu as un certain chiffre d'affaires, des bénéfices, donc aux yeux des gens, ils vont se dire ouais, mais attends, pour Olivier, c'est simple de déléguer, il y a les revenus. Quand on crée une entreprise, est-ce qu'on doit attendre d'avoir des retours ou est-ce que ça pourrait être judicieux de se dire j'emprunte et je me permets de déléguer? On est encore là dans le risque calculé et il n'y a aucune réponse fiable à 100%. Pas de recette. Voilà, je veux dire, si vous me demandez d'analyser, si j'analyse, imaginons pendant une semaine votre entreprise et que je dois vous donner une réponse sur cette question, je peux encore me tromper, ok, parce que personne ne peut prédire l'avenir. Je peux essayer peut-être de réduire le risque, l'incertitude, etc., mais personne ne peut prédire l'avenir. Donc on a toujours un moment, l'entrepreneur doit faire un choix. Et ce choix implique de renoncer déjà à une possibilité, voire plusieurs, et de prendre un risque en disant peut-être que je me trompe parce que personne n'a la science infuse, tout le monde est imparfait, et on n'est pas non plus maître de circonstances extérieures. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre quand on est entrepreneur, c'est qu'on devient responsable. D'accord? Et ça implique cette possibilité d'échouer, clairement. Mais voilà, le but, c'est aussi de prendre en compte ça et d'essayer toujours de minimiser les risques, c'est-à-dire qu'on se dit de faire en sorte que même si on échoue, on n'y perd pas non plus, mais qu'on ne se retrouve pas à la rue et de D'accord, donc là c'est un truc important, c'est-à-dire je vais prendre un risque, mais les mesurer de telle façon que je peux l'assumer si le pire arrivait. Exactement. Faut pas que le pire, s'il arrive, me perde toutes mes chances, quoi. Après, il y en a qui vont, il y a plusieurs écoles, hein, il y en a qui vont dire oui mais c'est ceux qui prennent le plus gros risque qui réussissent le mieux. C'est vrai que si c'était planté, ils auraient tout perdu, mais là, ils ont gagné beaucoup, etc. Alors moi c'est vrai que ma croyance, c'est que ceux qui ont fait ça, ils étaient prêts aussi émotionnellement à vivre le pire, quoi, dans tous les cas. Ouais, donc finalement, c'était pas un risque si énorme, dans le sens où voilà, ils savaient qu'ils allaient rebondir, etc., ou qu'ils étaient prêts à ça. Voilà, donc, je pense que pour la majorité des entrepreneurs, il vaut mieux avoir cette approche d'expérimentation, toujours se dire comment je peux tester cette approche-là sans y perdre de plume si ça s'avère être un échec. Et voilà, et c'est dire c'est une expérience de laboratoire. Et l'expérience de laboratoire, c'est pas grave, c'est juste ok, on retourne à notre planche, on redesign l'expérience et on voit ce qui a, voilà, en tenant compte de ce qui n'a pas marché. Yes. J'ai une question, est-ce que tu as participé au Personnel MBA, enfin tu l'as suivi, tu as lu beaucoup de livres, d'ailleurs on peut trouver beaucoup de résumés puissants sur ton blog. Alors je sais que tu as appris beaucoup de choses j'imagine sur toutes ces lectures. Est-ce que tu arriverais là comme ça spontanément à me dire voilà, des 3-4 clés qui t'ont vraiment marqué dans toutes ces lectures? C'est les 4 choses à retenir de ton propre Personnel MBA. Qu'est-ce qui te vient? Bien sûr, alors déjà le livre qui m'a le plus marqué, je pense dans le personnel, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup marqué, mais le livre qui m'a le plus marqué dans le personnel MBA c'est la semaine de 4 heures, ça a complètement changé ma vie. Et il y a quelques principes dans la semaine de 4 heures qui guident aujourd'hui vraiment qui déterminent mon point de vue sur beaucoup de choses, et notamment sur l'entrepreneuriat. Déjà, il y a une différence entre être occupé et être productif. C'est un concept très important. Alors j'aimerais bien donner cette analogie, c'est que si vous passez toute la journée à pousser la tour Eiffel pour essayer de la faire bouger, vous allez être super occupé, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, à la fin vous serez en sueur, sauf qu'en termes de résultats, ça va pas donner grand chose. Ça c'est être occupé. Être productif, c'est vraiment faire quelque chose qui vous avance vers vos objectifs. En l'occurrence, si votre objectif c'est de faire bouger la tour Eiffel, ça va demander des moyens un peu plus conséquents. C'est vraiment important de comprendre ça parce que au final, je pense que sur une journée de 7 heures de travail, pour la plupart d'entre nous, si on analyse vraiment le temps productif, on trouve 3 heures, 4 heures, grand max. Tout le reste du temps, on a brassé du vent, on a fait des trucs complètement inutiles ou pas très utiles. Facebook. Ouais, et pour tout ça, pour combler le vide, c'est-à-dire éviter de s'ennuyer en fait, tout simplement, parce qu'on a peur du vide, on a horreur du vide, et on veut trouver quelque chose à faire. Puis on veut se donner l'impression d'être occupé. Quand on est occupé, on a bonne conscience parce qu'on se dit j'ai bossé. Mais quand on analyse vraiment les faits, c'est pas vrai.
On n'a pas vraiment bossé. Donc ça, c'est une grosse différence. Le productif versus être occupé. Donc il faut se poser cette question, qui est d'ailleurs une question de Peter Drucker dans son livre The Effective Executive. Essayer d'analyser tout ce qu'on fait dans une journée en se posant la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je pourrais pas l'éliminer, ou l'externaliser? Ouais. Ou l'automatiser avec un logiciel. Parfois, on peut l'automatiser aujourd'hui avec les nouvelles technologies par l'informatique. Par exemple, si vous postez un article sur un blog, plutôt que d'aller mettre après manuellement sur Twitter, Facebook, vous avez des plugins qui font ça tout seul pour vous. Un exemple. Voilà, posez-vous cette question et demandez-vous, est-ce que je peux pas l'éliminer, ou la déléguer, ou l'automatiser avec un logiciel ou une machine, quelconque. Et du coup, là concrètement, la journée type d'Olivier Roland, est-ce que tu te lèves le matin en te posant certaines questions par rapport à ce que tu vas faire? Oui. Quelles questions tu te poses? Alors en fait, j'utilise une méthode de productivité qui est celle de Master Your Word Now, de Michael Lindenberg. Et en gros, donc, quand je me lève le matin, bon déjà j'ai mon petit rituel, je médite, je fais un peu de sport, etc. Je prends ma douche, je mange, bon bref. Et après quand je me mets au boulot, je regarde ma liste de to-do en fait. Et j'ai mes listes de choses à faire que normalement j'ai fait la veille. Si je ne l'ai pas fait la veille pour X raison, je la fais le matin, je me dis qu'est-ce que je veux faire cette journée. Et c'est relié à mes objectifs de la semaine. Je me suis dit cette semaine je veux faire ça. Donc toutes les semaines tu te poses la question de qu'est-ce que je veux faire de cette semaine? Oui. Tous les matins tu te réfléchis à qu'est-ce que je veux faire de cette journée? Voilà, alors pas tous, hein, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai mes journées voilà, où je fais pas exactement ça, mais en gros oui. Et tu commences par ça? Oui, oui, oui. Donc c'est un peu le principe de Eat the Frog, quoi. Tu bouffes le crapaud. Bah alors non, je regarde la liste, enfin manger le crapaud c'est faire le truc qui te fait le plus, qui t'embête le plus au début, comme ça après t'es tranquille. Mais oui, je regarde la liste de choses à faire, et j'essaie de commencer par celle qui est la plus importante, et où je sais que même si après je passe le reste de la journée à boire des bières, au moins je me dirais ça a été une journée productive. Ouais, non mais ça n'empêche pas qu'après on peut faire les autres tâches. Oui, non, mais le focus, c'est-à-dire l'objectif pour toi, il est cette action-là. Ouais, il faut choisir la plus importante, celle qui est vraiment importante, où on se dit voilà, même si après je ne fais rien de la journée, je serai quand même content de ma journée. C'est-à-dire j'aurais au moins avancé sur le truc le plus important pour moi. En l'occurrence, pour moi, c'est l'écriture de mon bouquin. Voilà. Mais bon, chacun a son projet. Et donc ces objectifs journaliers sont reliés aux objectifs de la semaine, qui sont même reliés aux objectifs du mois, qui sont même reliés aux objectifs de l'année. Tous les ans, je me fais une liste d'objectifs que je passe en revue. Au début c'était tous les 6 mois, maintenant c'est tous les 3 mois, et que je peux modifier éventuellement en fonction de différentes choses. Et voilà, c'est logique. Si vous avez fait votre plan sur l'année en disant voilà, je vais faire ça, j'ai pro et perso à chaque fois. Et que chaque mois, vous vous dites, ok, sur cette liste, c'est ce que je fais ce mois-ci. Et que chaque semaine, vous dites, ok, sur ce mois que je dois faire, je vais faire tout ça, qu'est-ce que je fais cette semaine? Et que chaque jour, vous dites, ok. L'action. Voilà, bah, forcément, à un moment, vous allez forcément avancer vers toutes les choses que vous voulez faire. C'est logique, il n'y a pas de secret. Bon, alors après, il y a le plan et ce que vous faites concrètement. Alors, du coup, il y a pas mal de questions que j'ai envie de te poser. Déjà, une première, je pense que c'est pour moi une des plus importantes, parce qu'il y en a plein qui savent ça et qui ne le font pas. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à maintenir la discipline quasiment tout le temps? De te lever le matin, faire ce foutu rituel. J'allais dire, ça m'arrive de procrastiner et tout ça, évidemment, de voir le plan et de me dire, mais qu'est-ce qui fait que tu fais plus que les autres? C'est ça qui est intéressant. Bah, je pense que c'est là où on a la notion de motivation, de feu sacré dont je parlais tout à l'heure, que les entrepreneurs ont et qui est liée à une frustration, finalement, et une envie d'aller plus loin, quelque part. On ne peut pas avoir un désir. Le désir, fondamentalement, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Donc je pense que l'entrepreneur est toujours en plus ou moins frustré. Parce qu'il a jamais assez quelque part. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de le contrebalancer par des moments où on sait ressentir de la gratitude et du bonheur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Sinon, voilà, on peut très bien avoir des entrepreneurs, on en connaît, qui sont complètement surmenés. On a l'impression, comme dit Tim Ferriss, qu'ils regardent la vie passer à travers une fenêtre. Ouais, c'est l'inverse, quoi. Ouais, et puis ils ont leur pensée tellement tout le temps focalisée sur le boulot qu'ils ne peuvent plus faire rien d'autre. Ils n'arrivent même plus à profiter du moment présent. On ne veut pas devenir comme ça, on ne veut pas devenir des machines super efficaces mais qui vivent plus. On ne veut pas devenir non plus des personnes qui végètent, qui vont... voilà. Un entrepreneur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui évolue, qui essaie toujours d'aller plus loin. Et voilà, il faut essayer d'intégrer cette démarche aussi, d'apprécier ce qu'on a. Mais on désire quelque chose qu'on n'a pas, toujours. D'accord, donc ça serait un peu la source de motivation. C'est ça, c'est une source de motivation importante. Qu'il faut savoir gérer, enfin entretenir, qu'il faut savoir alimenter. C'est une petite flamme qui voit une grosse flamme qui et le soir, parce que ça c'est un autre truc du coup qui peut se passer, c'est comment tu sais en gros, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont hyper action
et qui finissent le soir en étant dans tous les cas frustrés parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais fait assez. Ouais. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit je fais cette action qui fait que du coup tu arrives à ressentir Je du pense bien-être? que ça, c'est important. Ouais. Donc C'est-à-dire si que t'as fait que ça, t'arrives à te sentir bien même si t'as fait autre chose. je pense qu'on a tous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Un projet, quelque chose. Moi, c'est écrire mon bouquin. Et en ce moment, ça pourrait être autre chose. Voilà, si vous voulez écrire votre entreprise, c'est écrire votre entreprise. Et on ne se sent pas bien si dans la journée, on n'a pas fait une action qui nous avance vers cet objectif qui nous compte vraiment pour nous. En fait, c'est pas la quantité d'avancement, mais c'est le fait d'y avancer qui est. Bon, après, si on fait trop de journées d'affilée, juste 2 minutes, histoire d'eux, on va le savoir au fond de nous que c'est pas normal et qu'on est en train de procrastiner. Donc, de temps en temps, oui, on peut se permettre de juste écrire 3 phrases dans notre bouquin en disant, ok, c'est bon. Mais voilà, de temps en temps, il faut y aller à fond, se mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus. Et puis, et on sait que on se respecte pour ça parce qu'on a fait quelque chose qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et Là, ouais, je pense qu'il y a un truc important par rapport à ta motivation, c'est tu sais que en faisant ça, tu te respectes. ouais, exactement. Voilà. Donc, après, c'est pas une méthode magique, hein. Il y a des tas d'autres techniques, tactiques, stratégies pour éviter de procrastiner qu'on peut utiliser en complément de ça. Mais je pense que voilà, fondamentalement, à la base, il faut la motivation, c'est normal. Et le matin, au moment où tu te dis, tiens, je vais écrire mon livre, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des matins où tu n'as pas envie d'écrire ton livre, mais tu as Bien quand sûr. même écrit? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment donné où tu te dis, j'ai pas envie, mais j'ai quand même écrit? Alors, en fait, une technique simple que j'utilise, c'est la technique de juste commencer, tout simplement. Ok, donc mon objectif, c'est pas d'écrire 10 heures, Voilà, c'est. je me dis, bon, allez, ok, ça m'embête, mais je vais écrire 2 lignes. Et puis parfois, voilà, il suffit juste de démarrer, et puis on se retrouve. Des fois, j'écris juste 2 lignes, et des fois, j'écris 1 heure, parce que je me suis lancé. C'est la même analogie que, voilà, on se dit, ok, je vais faire un jogging tous les soirs en rentrant du boulot, pendant un mois, mettons, et puis un soir, on est là. Puis on se dit, ok, allez, je me mets juste en Juste jogging, sans et je sors, et après, je reviens. Ouais, enfin, je fais un tour pâté de maison. Mais voilà, souvent, une fois qu'on a démarré, ce qui est dur, c'est de démarrer, mais une fois qu'on a démarré, on est dans l'élan, et puis c'est très facile de continuer. Donc ça, là, c'est presque l'acceptation de dire, j'accepte de faire un peu moins, Ouais. mais je fais quelque chose. Ouais, ça c'est quelque chose qui peut marcher, voilà. Puis voilà, si de temps en temps, si vous faites juste 5 minutes, ok, ça va, ça passe, au moins vous l'avez fait, le contraire respecté. C'est sûr que si vous faites 10 jours 5 minutes de jogging, alors que vous savez très bien que c'était pas ce que vous aviez en tête au début, là c'est un problème. Donc faut pas non plus surutiliser cette technique-là. Mais Surtout, ouais. Une autre règle intéressante que vous pouvez utiliser, c'est ne loupez jamais 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que c'est ok une fois, c'est mais ok pas deux. une fois, mais pas 2. Donc vous pouvez adapter ça en disant une fois, j'ai le droit d'aller courir 5 minutes, une fois, mais pas 2 jours de suite. Voilà. Très intéressant ça. Ouais. Voilà, bon, c'est des règles comme ça. Bon, après, ça n'a rien de magique, hein, mais ça peut fonctionner. Il y a des tas d'autres choses. Donc là, on était sur le livre de Tim Ferriss plutôt, donc c'était. Ah non, là, ça vient de Lou Aota, ça, je crois. Mais, ouais. D'accord, donc du coup, il y avait la Ah semaine oui, de c'est 4 vrai heures. qu'à la base, on parlait de bouquin, on est un peu parti. La semaine de 4 heures, est-ce qu'il y a Ouais, d'autres ouais. choses que tu as apprises de. Oui, Une deuxième chose, que c'est vrai qu'à chaque fois, on va beaucoup dans le contenu. il y a beaucoup de choses. Bon, la semaine de 4 heures, je pourrais en parler des heures parce que c'est. Donc lisez la semaine de 4 Ah oui, heures. alors ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour moi, on peut pas être entrepreneur et ne pas avoir la semaine de 4 heures. On peut être entrepreneur et ne pas être d'accord avec la semaine de 4 heures, ça, il n'y a pas de problème. On l'a Ne lu. pas l'avoir lu, là, c'est un crime. Je veux dire, enfin, voilà, ça a changé la vie de tellement de gens, ça a changé leur manière de voir de tellement de personnes, on peut pas ne pas l'avoir lu. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que ça a été vendu qu'à 30 000 exemplaires en France. Alors, c'est déjà bien. Mais je sais plus combien de personnes, je crois qu'il y a 3 millions d'entrepreneurs en France, mais c'est rien du tout. Enfin, 3 millions, donc 10% c'est 300 000, 1% c'est 30 000. Voilà, il y a 1% des. Et encore, tout le monde n'est pas entrepreneur, ceux qui l'ont lu ne sont pas des entrepreneurs. Donc il y a du boulot. Moi je vous le dis, il y a du boulot. Donc si vous connaissez, alors s'il vous plaît, faites-moi une faveur, si vous connaissez des entrepreneurs qui n'ont pas lu la semaine de 4 heures, offrez-leur. Et si vous ne l'avez pas lu, j'insiste, lisez-le. Vous voyez, je vous regarde là en ce moment à travers la petite caméra qui est sur votre ordinateur. Et si vous ne lisez pas la semaine de 4 heures, ben, je vais pas être content. Voilà. Ce serait un livre, et voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué? Oui, beaucoup. Alors, un autre livre qui est extraordinaire pour les entrepreneurs, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui d'ailleurs a été traduit en français sous le titre Influence et manipulation, mais le titre anglais c'est Influence the Psychology of Persuasion. Donc, on a une connotation négative dans le titre français qu'on n'a pas dans le titre anglais. Bon, ok. C'est extraordinaire pour se rendre compte que on aime bien, voilà, ça c'est un biais des êtres humains, on adore se voir comme des êtres totalement indépendants, libres, intelligents, etc., qui prennent des décisions en toute leur manière rationnelle et logique. Et quand on lit ce bouquin, ben, on se prend des baffes dans la tronche parce qu'on se rend compte que c'est pas vrai. Alors déjà, il faut accepter que ça s'applique aux autres, et ensuite il faut accepter que ça s'applique à nous, ce qui est pas facile.
Mais voilà, ça vous fait plonger dans la psychologie humaine et je pense que c'est vraiment un atout important pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, de comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Et en l'occurrence, ce livre Influence décrit des mécanismes qui sont universels pour quasiment tous les êtres humains. Avec plein d'exemples en plus. Oui, très concret, et ça va vous retourner le cerveau. Hein, ce Et livre. un bon livre comme celui-là ou La semaine de 4 heures, est-ce que les bons livres qui te marquent, tu les relis? Ah oui, oui, c'est clair. On me l'a, semaine de 14, je relis souvent. Influence, il faut le relire de temps en temps. Voilà. Ça, c'est un truc intéressant, ça serait peut-être aussi un facteur clé des personnes qui arrivent à appliquer. Elles se disent pas, non, ça c'est bon, je l'ai lu, mais elles le reprennent plusieurs Oui, fois. et puis voilà, ce que je te disais récemment, moi, la semaine de 4 heures, je le relis régulièrement parce qu'à chaque fois, je vois des nouvelles choses. Et c'est moi qui ai fait plein mal d'étapes entre voilà, la personne qui est complètement ignorante de ce principe de semaine de 4 heures et celle qui le vit quasiment, bon, pas tout le temps sur des périodes de l'année, mais quand même pas mal. Je peux voir que Tim Ferriss a vraiment passé toutes les étapes, qu'on voit que le gars a franchi le chemin avant nous et qu'à chaque fois, à chaque étape, on trouve des trucs pour nous aider. Quand il y a des trucs que tu pouvais pas presque entendre ou lire ou comprendre parce que tu n'étais juste pas passé par les étapes. Exactement, ou tu les as survolés parce que tu n'étais pas à ce niveau-là en fait. Donc c'est important de faire ça. Ouais. Et une troisième chose comme ça que les livres sont apportés. Donc une troisième chose que les livres m'ont apporté, alors il y a tellement de choses en fait. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup influencé, c'est Comment se faire des amis. D'accord. Avant, j'ai cherché toujours la petite bête, quand je discutais avec les gens, j'essayais toujours de leur montrer les faiblesses dans leur argumentation. Il y a toujours un peu ce côté-là, mais je l'ai beaucoup atténué en lisant ce bouquin parce que j'ai compris que c'était complètement stupide, en fait, qu'il valait mieux se focaliser sur le positif. Alors ça ne veut pas dire que de perdre tout esprit critique, bien sûr, mais d'essayer de se focaliser sur le positif de ce que les gens apportent plutôt que d'essayer de démonter ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout avec tout le monde, loin de là, mais c'est au niveau de la façon de le dire. Ouais, la façon de le dire, la manière d'interagir avec les gens, etc. Pareil, Comment se faire des amis, c'est un livre indispensable à lire pour les entrepreneurs parce que ça aide à un point dans les relations. Voilà, on sait très bien que le networking, pour justement, un entrepreneur, c'était ma dernière question. Ouais. Est-ce que tu penses que développer sa capacité à créer un réseau et des relations est un facteur? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et donc toi, est-ce que tu as mis en place des choses pour, par exemple dans cette deuxième activité, tu as mis en place des choses pour avoir un environnement, des relations qui soient différentes? Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai des blogs qui sont très visités, donc il y a des tas d'opportunités qui viennent à moi tout le temps. Puis j'aime bien, je crois que c'est Philippe Cavalier qui disait ça, que pour avoir plein d'opportunités, il faut déjà trouver une opportunité soi-même. Et c'est vrai, à 2000%. Déjà, si vous pouvez, si vous apportez quelque chose de la valeur et que tout le monde s'arrache, plus ou moins en tout cas, vos produits et services, vous allez devenir une opportunité. Et vous allez avoir des tas de gens qui vont venir vous contacter sans trop d'efforts. Et ce qui est génial, vous pourrez choisir ceux qui vous intéressent. Puis après, vous pouvez avoir une démarche active de... Voilà, en tout cas, si vous démarrez, la démarche à avoir, c'est toujours d'essayer d'apporter de la valeur à quelqu'un avant de lui demander quelque chose. Ça, c'est une évidence, ça marche extrêmement bien. C'est ce que ne font pas 95% des gens, on va dire, en tout cas la majorité. Voilà, demandez-vous plutôt que de dire, ok, comment cette personne peut m'apporter quelque chose, de lui dire, de vous poser la question, comment je peux lui apporter quelque chose. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont tellement au-dessus de nous, on ne sait pas trop. Dans ce cas-là, visez peut-être de manière un peu plus modeste et essayer de leur apporter quelque chose. Puis après, on a l'approche David où il va essayer 10 fois de suite de contacter la personne, et puis voilà.